Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères de Madagascar, notre invité lors de ce 35e sommet de l'Union africaine. Il partage ainsi sa vision du développement du continent et de Madagascar, les enjeux géostratégiques de la perspective du sommet Europe-Afrique 2022, son plaidoyer dans la matérialisation de la zone de libre-échange, les infrastructures et l'industrialisation de l'Afrique. Bienvenue sur Africa 24, Monsieur le ministre. Merci beaucoup de m'accueillir. Le thème de ce sommet est renforcer la résilience dans la nutrition sur le continent africain, accélérer le capital humain et le développement social et économique. Quelle réflexion vous inspire ce thème pour l'Afrique et pour votre action dans votre pays, Madagascar en particulier? Dans tous nos pays, les pays du Sud, la malnutrition est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons à Madagascar, dans le sud de notre pays, à peu près 1 500 000 personnes qui sont malnutries ou qui souffrent de la malnutrition. Et nous avons, pour ce qui nous concerne, avec des moyens nationaux, mais également avec l'aide internationale, paré à un certain nombre de problèmes qui se posent dans le sud de Madagascar. Dans le sud de Madagascar, qui est une des premières victimes du réchauffement climatique. En effet, la COP26 a montré que Madagascar était un des 5 premiers victimes de ce réchauffement climatique. Mais les problèmes de sécheresse, les problèmes de sous-nutrition concernent Madagascar depuis plus d'une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, le président de la République, Andry Rajoelina, a pris ce problème à bras-le-corps. Il a pris ce problème à bras-le-corps à travers un certain nombre d'initiatives. Des initiatives comme, par exemple, offrir à des paysans un titre vert, c'est-à-dire à peu près 1000 mètres carrés pour leur permettre de cultiver des cultures maraîchères. Il y a également sur notre côte sud un certain nombre d'aménagements qui ont été faits pour retarder la désertification de ce sud malagasy. Il y a bien sûr la mise en œuvre d'un grand pipeline un aqueduc plutôt qu'un pipeline, qui va acheminer l'eau vers les populations du sud à partir d'un grand fleuve dans le sud. Et puis, il y a une initiative extrêmement intéressante qui a été prise au niveau industriel. C'est la création d'une usine qui s'appelle NutriSud et qui va apporter des compléments alimentaires à nos populations du Sud. Voilà, entre autres, quelques initiatives qui ont été prises par le président de la République depuis le début de son mandat en 2018. Mais bien sûr, cette mobilisation contre la malnutrition du peuple malagasy concerne les 23 régions de notre pays. Et si je vous parle de mon pays, Madagascar, c'est parce que je pense qu'il est très symbolique d'un certain nombre de problèmes de malnutrition à travers le monde. La situation politique socio-économique difficile que l'Afrique traverse actuellement a montré la nécessité de renforcer les partenariats entre pays. Avec quel pays souhaiteriez-vous nouer davantage des relations et pourquoi? Alors, Madagascar a une doctrine qui est très importante aujourd'hui et le président de la République, Andry Rajoelina, a mis en place à travers ses déplacements cette doctrine. Nous allons prioriser les relations sud-sud parce que nous estimons que nos pays frères, et notamment en Afrique, mais également en Asie, et pourquoi pas en Amérique du Sud, peuvent répondre peut-être de façon un peu plus précise à nos besoins et en tout cas dans les meilleures conditions. À titre d'exemple, par exemple, au sein du COMESA, nous avons des relations avec notamment l'Égypte. Au sein de la SADC, nous avons des relations, je parle des relations commerciales avec l'Afrique du Sud et bien évidemment au sein de la Commission de l'océan Indien, dont Madagascar va prendre d'ailleurs la présidence le 23 février prochain, nous avons des relations avec nos 4 îles sœurs, c'est-à-dire la Réunion, les Comores, Maurice et les Seychelles. Donc nous priorisons cette relation commerciale avec les pays du Sud, mais nous profitons également d'un certain nombre de structures internationales. J'ai parlé de la SADC, j'ai parlé de COMESA, j'ai parlé de la Commission de l'océan Indien, mais également, et cela a été souligné d'ailleurs lors de ce sommet, avec l'Union africaine, nous avons beaucoup de choses à faire dans ce domaine du développement et tout simplement de cette résilience suite à cette épidémie de Covid-19.
Au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, la transition démocratique en Afrique vient de subir l'épreuve des coups d'État. Comment expliquez-vous une telle situation ? Quelles sont les solutions africaines face à ce nouveau challenge de l'évolution institutionnelle et du modèle de transition démocratique dans nos pays ? Bien, nous avons également une doctrine qui est extrêmement claire à Madagascar, c'est que nous reconnaissons les États naturellement et nous ne nous immisçons pas dans les affaires intérieures. Les peuples maliens, burkinabés et guinéens sont des peuples frères avec qui nous entretenons de bonnes relations. Ce que nous disons, c'est que nous souhaitons partout des constitutions démocratiques et des alternances démocratiques. Voilà pour notre conception. Mais également, nous avons une autre conception, puisque Madagascar a subi ces crises, et notamment en 2009, de transition, et nous en sommes bien sortis. Nous en sommes sortis démocratiquement avec des élections de 2013 et des élections démocratiques de 2018. Donc, nous avons été aidés à l'époque, notamment par l'Union africaine et la communauté internationale. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des moyens de prévention à avoir avec des outils diplomatiques tout d'abord, puisque bien sûr la diplomatie précède éventuellement des conflits. Donc nous estimons qu'il peut y avoir dans ces domaines-là, dans les pays que vous venez de citer, des choses qui peuvent se mettre en place au niveau de la prévention. Le sommet Union africaine-Union européenne 2022 arrive à une période charnière de la relation de l'Afrique avec l'Europe. Quelles sont vos attentes sur le plan politique, économique et social ? Bien, nos attentes sont relativement simples par rapport à l'Union européenne et aux relations que nous, Africains, nous devons avoir avec l'Union européenne. C'est tout d'abord un renforcement de la coopération entre nos deux continents, parce que nous avons des échanges et nous faisons des échanges dans les domaines commerciaux notamment, dans les domaines humains également, puisqu'il y a de très fortes communautés africaines en Europe et un certain nombre d'expatriés en Afrique. Donc c'est ce renforcement de ces relations qui est nécessaire. Il y a également de ce qui est nécessaire le renforcement, je ne dirais pas des aides, mais plutôt de la coopération en matière d'équipement en infrastructure. Et enfin, quelque chose qui pour nous est extrêmement important, des relations entre nos chercheurs, des relations au niveau technologique, notamment dans les domaines de l'industrie, dans les domaines de l'agriculture et également dans les domaines de la recherche universitaire. L'Afrique vient de traverser la crise sanitaire de Covid-19 en faisant preuve d'une très forte résilience et en se redécouvrant des capacités de résistance. Quelles leçons tirez-vous de cette crise ? Et quels sont les arguments pour assurer une solide relance économique du continent ? Alors il y a deux questions dans une. La première, c'est sur la lutte contre la Covid-19. J'observe que l'Afrique, au contraire d'un certain nombre de régions du monde, dans le nord, dans l'hémisphère nord, a moins souffert proportionnellement de ce Covid-19. Nous nous félicitons naturellement des initiatives qui ont été prises par le président de la République, André Rajoelina, dès le 20 mars 2020, puisque nous avons fermé nos frontières. Et le bilan aujourd'hui, même si nous avons subi des pics, le bilan aujourd'hui est approximativement de 1200 morts en 2 ans et nous devons cela naturellement à la clairvoyance de nos dirigeants, c'est-à-dire le président André Rajoelina et le gouvernement qui ont fait du fine-tuning par rapport à cette évolution épidémique. Nous avons mobilisé un certain nombre d'acteurs, bien sûr des médecins, bien sûr le gouvernement, mais aussi un certain nombre de partenaires privés. Nous avons par exemple, équiper des hôtels au niveau sanitaire, ce qui nous a permis de pouvoir faire face à un certain nombre de pics à certains moments de cette épidémie. Alors, comment s'en sortir ? Moi, je pense, j'ai parlé tout à l'heure de la coopération sud-sud, et pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne Madagascar, nous sommes extrêmement enthousiastes quant au développement de ces relations avec les pays du Sud. Nous avons déjà entamé beaucoup de discussions,
des négociations sont quasi finalisées en ce qui concerne un certain nombre d'entreprises de pays du Sud, notamment membres du COMESA, membres de la Commission de l'océan Indien. Et donc, voilà, la résilience et puis, disons, le rebond d'un certain nombre de secteurs économiques. Nous avons des secteurs économiques qui ont été particulièrement frappés, notamment le tourisme. Et à l'occasion de la prise de la présidence par Madagascar de la Commission de l'océan Indien, nous allons également parler de cette relance touristique et de mettre au goût du jour ce qui a déjà été évoqué à travers les îles Vanille, puisque chacune de nos 5 îles est complémentaire de l'autre. Et je pense que dans ce domaine-là, dans ce domaine qui est important pour Madagascar, le tourisme, eh bien, nous avons beaucoup de choses à faire pour relancer au niveau économique ce secteur qui est très important et qui occupe des centaines de milliers de travailleurs malagasy. Quel est l'état des relations et la coopération entre Madagascar et d'autres pays africains? Elle est excellente. Pourquoi? Quel est le sens de cette question? Non, nous avons naturellement de très très bonnes relations avec l'ensemble des pays africains. Beaucoup d'entre eux ont été visités soit par le président de la République, soit par les différents ministres, et notamment le ministre des Affaires étrangères que je suis. Pour ma part, depuis que j'ai été nommé ministre, j'ai beaucoup voyagé et j'ai surtout eu des relations extrêmement fraternelles avec mes collègues ministres des Affaires étrangères, ce qui m'a permis de mobiliser mes frères africains sur un sujet qui est extrêmement important concernant notre identité nationale, c'est-à-dire la revendication des îles éparses qui se situent dans le canal de Mozambique et dont Madagascar revendique naturellement la souveraineté qui a d'ailleurs été établie à l'Organisation des Nations Unies en 1979 et en 1980. Donc les relations avec nos frères africains sont excellentes. Moi-même, j'ai des relations avec tous mes collègues que je vois, que j'ai vus à Paris, à Dakar, à Rome, au Caire. J'ai toujours un immense plaisir à voir mes frères africains et à discuter avec eux d'un certain nombre de choses dans les domaines soit bilatéraux, soit multilatéraux. Madagascar est l'un des pays dont le processus de ratification de la zone de libre-échange continentale est en cours. Quelles sont les perspectives pour Madagascar et l'Afrique avec la matérialisation de la ZLECAf? Alors la ZLECAf fait l'objet aujourd'hui, pour ce qui concerne Madagascar et de son impact sur les entreprises malagasy, d'une étude de la Banque mondiale. Dès que cette étude sera terminée, la société civile et le gouvernement malagasy étudieront cette étude et puis ensuite le gouvernement et le président de la République prendront la responsabilité ou non de ratifier cette ZLECAf. Mais disons qu'aujourd'hui, elle est encore à l'étude, à la demande naturellement du secteur privé malagasy. Merci d'avoir suivi cet entretien. Restez sur Africa 24.